Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle Anna et Fanny, et aujourd'hui, on consacre enfin un épisode au film culte Le Magicien d'Oz. Originellement, Le Magicien d'Oz, avant d'être un film, c'est un livre. Son titre original, The Wonderful Wizard of Oz, et c'est un roman pour enfants écrit par Lyman Frank Baum et publié aux États-Unis en 1900. C'est donc un livre qui a fait l'objet de très nombreuses adaptations en dessin animé, en spectacle, on y reviendra, mais qui a surtout fait l'objet d'une adaptation au cinéma, le film de 1939, réalisé par Victor Fleming et starring, bien évidemment, Judy Garland. Alors, Anna, pour les personnes qui vivraient sur une autre planète, qui nous écoutent néanmoins, peux-tu nous dire de quoi parle Le Magicien d'Oz ? Dorothy est une jeune fille qui habite au Kansas, dans la ferme de son oncle et de sa tante. Elle rêve de visiter un autre monde, au-delà, donc, de l'arc-en-ciel. Un jour, une tornade dévaste la région et sa maison est emportée. Lorsqu'elle atterrit, Dorothy se retrouve dans le monde merveilleux d'Oz. Et elle dit à son chien Toto, qui l'accompagne, qu'elle a le sentiment qu'ils sont plus vraiment au Kansas. Elle n'a qu'une envie, à ce moment-là, c'est de rentrer chez elle. Sur les conseils de la fée Glinda, elle se met donc en route pour la cité d'Émeraude, afin de demander au magicien d'Oz de la renvoyer à la maison. Sur son chemin, elle croise 3 compagnons qui ont quelque chose à demander au magicien. L'épouvantail veut un cerveau, l'homme en fer-blanc un cœur, et le lion veut du courage. Mais sur leur chemin se dresse la méchante sorcière de l'Ouest à la peau verte qui veut tuer Dorothy. Et oui, parce que j'avais oublié de préciser que la maison de Dorothy s'est écrasée sur la sœur de la sorcière. Oups. Mais comment est-ce que ça va se résoudre ? On se demande. Alors, on va commencer par vous parler de notre relation au Magicien d'Oz. Pour ma part, en fait, je vous avoue, chers auditeurs, que c'est un film phare de mon enfance. C'est un film que j'ai vu vraiment des tonnes de fois à la télévision, également au cinéma. D'ailleurs, c'est peut-être un des premiers films que j'ai vu en salle. Que petite, je jouais à Dorothy, j'avais le petit panier, la peluche Toto, enfin vraiment l'intégrale, quoi. Je me rappelle même regarder le film le matin avant d'aller à l'école pendant que ma maman me faisait mes nattes, donc la fin intégrale. Mais ce qui est marrant en fait, c'est qu'à la base, j'ai découvert le conte via une série animée japonaise qui s'appelait Le Magicien d'Oz. Alors, Oz no Maho Tsukai en japonais, une série animée donc diffusée à la télévision française à partir de 87, et j'adorais en fait ce dessin animé, et dans un second temps en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert le film et je suis devenue fan de Judy Garland. Comme quoi, hein, ça tient à pas grand chose. Et autre paradoxe auquel j'ai pensé, c'est que, alors que c'est un film avec lequel j'ai une relation très forte, j'ai assez peu travaillé dessus d'un point de vue universitaire. Comme le remarque Anna, j'en parle à peine en fait dans mon livre. Mais je commence aujourd'hui à réparer un petit peu cette injustice parce que j'ai récemment travaillé sur les fans du Magicien d'Oz. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et toi, Anna, quelle est ta relation au Magicien d'Oz ? Alors moi, contrairement à toi, c'est pas vraiment un film de mon enfance. On l'avait pas en VHS. Cependant, je me souviens qu'il était en fait dans la collection de mon grand-père. Mon grand-père avait une collection spectaculaire de cassettes vidéo. Son métier, c'était artisan réparateur de télévision et de radio, après avoir été projectionniste de cinéma. Donc voilà, il adorait le cinéma. Et il avait cette collection incroyable, et il tenait un répertoire avec tous les films qu'il avait en cassette, par ordre alphabétique, dedans. Je me souviens que j'adorais parcourir ce répertoire, regarder les titres, me demander ce que c'était, etc. Et je me souviens que le Magicien d'Oz était dedans, et je pense l'avoir vu chez mes grands-parents étant petite. Mais voilà, j'en ai pas un souvenir très fort lié à mon enfance. Je l'ai vraiment redécouvert adolescente, au début de ma passion pour la comédie musicale. Du coup, c'est un film que j'ai pas énormément vu, donc je l'ai redécouvert pour préparer l'épisode, ça faisait assez longtemps. Alors, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le Magicien d'Oz, comment ça s'est passé ? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la production du Magicien d'Oz. Commençons par le tout commencement, par l'étape du développement de ce projet. Alors en fait, aux origines du projet du film, il y avait les producteurs, Arthur Freed et Mervyn Leroy, qui ont convaincu la MGM de racheter les droits d'adaptation du livre en 1938. Ils les ont rachetés en fait à Samuel Goldwyn, qui alors voulait en faire un Star Vehicle,
donc un film pour mettre en vedette sa star maison qui était Eddie Cantor. Mais ça s'est jamais fait et donc la MGM a tâché de sauter sur l'occasion. Alors si j'ai bien compris, cette idée leur a été inspirée par le succès énorme du Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney, qui était sorti en 1937 et qui était donc le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Oui, parce que du coup, la MGM s'est dit, il est possible de faire un carton avec un film destiné en priorité à un public familial. Exactement. Alors maintenant, partons directement avec le plus beau, c'est évidemment le casting du film. Et donc, on va dire la star d'entre toutes les stars qui règnent dans notre cœur, j'ai nommé donc Judy Garland qui joue bien évidemment le rôle de la petite Dorothy Gale. Donc c'est un rôle iconique pour Judy Garland, c'est vraiment le rôle avec lequel elle vivra toute sa vie. Et étonnamment, c'est pas un premier choix, Judy Garland. C'est pas un premier choix pour la MGM à l'époque parce qu'en fait, elle est déjà un petit peu trop âgée pour le rôle. Elle a 16 ans et surtout, elle n'est pas très connue. Elle est au tout début de sa carrière à la MGM et la MGM voulait plutôt une star établie. Elle voulait notamment Shirley Temple, mais Shirley Temple était sous contrat à la Fox et la Fox a refusé de la prêter, comme ça se faisait parfois. Elle a donc refusé de prêter sa star à un autre studio. Une autre star MGM avait été envisagée, Dana Durbin, mais c'est finalement Judy Garland qui l'emporte pour notre plus grand bonheur. Alors Judy, elle était entrée à la MGM en 1935, mais à l'époque, ils ne savaient pas trop quoi faire d'elle. En fait, elle était déjà un peu trop âgée, à 13 ans, pour les rôles d'enfants, et évidemment pas encore assez pour jouer les jeunes femmes. Bon, cependant, elle est quand même apparue dans quelques films, notamment un numéro assez remarqué dans Broadway Melody of 38, dont on a parlé justement dans notre épisode sur Judy Garland. À cette période, du coup, MGM commence à la caster, notamment dans des films avec Mickey Rooney. Donc elle n'est pas encore très connue, mais le studio souhaite en faire une star. Et donc l'occasion se présente avec Le Magicien d'Oz. Et par la suite, elle tournera plusieurs autres films, évidemment, avec Mickey Rooney, à commencer par Babes in Arms, qui a été le premier film produit par la Freed Unit, donc l'unité de production d'Arthur Freed, et qui est sorti vraiment 2 mois après Le Magicien d'Oz. Et leur duo, donc Judy Garland-Mickey Rooney, deviendra célèbre. Alors, Dorothy est entourée d'un certain nombre de compagnons, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous avons tout d'abord Ray Bolger dans le rôle de l'épouvantail. Alors, Bolger, c'est un danseur excentrique qui a débuté, comme beaucoup, dans le circuit vaudeville, puis qui est devenu progressivement star de revue à Broadway dans les années 30. En 1936, c'est notamment la star de la comédie musicale Life Begins at 40 avec Bert Lahr, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le rôle du lion dans Le Magicien d'Oz. Tout est lié. Bolger, il travaille aussi avec le chorégraphe et danseur Georges Balanchine sur le ballet On Your Toes et notamment sa séquence de ballet jazz Slaughter on 10th Avenue. Je me permets de dire cette petite précision parce que c'est vrai que on va dire cette forme d'art très légitime, mais c'est pas forcément ce à quoi on associe Bolger quand on le connaît que du Magicien d'Oz. De là, en fait, il est repéré et signé par Hollywood. Il joue d'ailleurs son propre rôle dans la comédie musicale The Great Ziegfeld en 1936. Donc là aussi, je trouve ça rigolo puisque Bolger, comme beaucoup des interprètes du Magicien d'Oz, on se souvient surtout pour son rôle de l'épouvantail, mais en fait, à l'époque, c'était vraiment une star de la danse plutôt connue pour le public du théâtre et bon, évidemment toujours un peu moins pour le public d'Hollywood. Il avait donc une notoriété certaine avant le Magicien d'Oz. Dans le rôle de l'homme de fer blanc, le Tin Man, on trouve Jack Haley. Donc Jack Haley, c'est aussi un performeur qui a débuté dans le circuit vaudeville en tant que ce qu'on appelle song and dance comedian, donc en gros un comique qui aussi chante et danse. Il a fait un certain nombre de rôles assez mineurs au cinéma, dans des comédies musicales, notamment à la Fox. Il joue dans Pigskin Parade, qui est le premier film de Judy Garland, et a notamment joué avec Charlotte Greenwood, cette danseuse excentrique que j'aime beaucoup et auquel on a déjà aussi consacré un épisode. Tout à fait. Il joue donc avec Charlotte Greenwood dans Moon Over Miami, un film dans lequel ils ont un numéro de danse assez sympa. Enfin, troisième compagnon de Dorothy, le lion, incarné par Bert Lahr. Là encore, un performeur qui vient de la scène vaudeville.
et qui a une carrière, on va dire, assez restreinte au cinéma, parce qu'il va plutôt avoir une carrière sur les planches de Broadway, en comédie musicale et au théâtre. Lui aussi, d'ailleurs, a joué avec Charlotte Greenwood dans le film Flying High, un film des années 30. Et il va être apporté, entre guillemets, sur le tournage du Magicien d'Oz par Yip Harburg, qui est le parolier notamment de la chanson Over the Rainbow, avec lequel il avait travaillé, ainsi qu'avec Bolger, comme je le disais, sur Life Begin at 8:40. Donc c'est assez rigolo de voir que ce petit monde presque du théâtre et du vaudeville est assez bien représenté dans les rôles principaux du Magicien d'Oz, plutôt que des gens qui ont l'habitude, on va dire, de faire beaucoup de cinéma. Donc ça, c'était pour les, on va dire, les compagnons de Dorothy, mais la grande antagoniste de Dorothy dans le film, c'est la sorcière, la méchante sorcière de l'Ouest, et qui est donc incarnée par Margaret Hamilton. Donc Margaret Hamilton, c'est ce qu'on appelle une character actress, donc une actrice de caractère, terme généralement utilisé pour désigner des acteurs et notamment des actrices qui ont un physique un peu atypique, ce qui les conduit à des emplois, on va dire, bien particuliers au cinéma. Ici, Margaret Hamilton, typiquement, en raison de son physique, elle va plutôt se cantonner, enfin, tout se spécialiser dans des rôles de vieille fille assez revêche et assez sévère, et ce qui apparemment, c'était tout l'opposé qu'elle était dans la vie. Donc, elle était assez embêtée d'être, on va dire, associée à vie à l'image de la sorcière, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui était vraiment très très bienveillant avec tout le monde et notamment avec les enfants, donc je trouve ça assez rigolo. Et elle fait partie avec Bert Lahr des quelques interprètes du film qui n'étaient pas sous contrat à la MGM, mais qui ont été apportés sur le tournage pour l'occasion. Et encore petite anecdote, elle retrouvera Judy Garland dans Babes in Arms juste après le tournage du Magicien d'Oz. Enfin, on peut signaler Billie Burke, qui elle va incarner Glinda, donc la gentille sorcière du Nord, c'est ça C'est pas du sud? je sais plus justement. Je dirais Là, je sud. t'avoue, bon allez, on va dire du Sud, mais alors qui est la sorcière du Nord? Il nous manque un pôle cardinal. Il y en a une, en fait, il y en a une dans Le Magicien d'Oz, c'est juste que, en fait, ils ont mélangé dans le film la sorcière du sud et du nord, enfin, elles sont mélangées en Glinda, en fait. D'accord, donc Glinda, elle est du Nord au Sud en fait. Ouais. Et Billie Burke, bah, pour le coup, c'est vraiment une interprète maison, entre guillemets, de la MGM, qui est sous contrat depuis plusieurs années, après avoir elle aussi débuté à Broadway. Et elle avait d'ailleurs déjà joué avec Judy Garland dans le film Everybody Sing quelques années plus tôt. Alors, dans le rôle du Magicien d'Oz, qui est quand même le personnage qui donne son nom au film, on a Frank Morgan. Il joue aussi évidemment le professeur Marvel au Kansas, et il joue aussi plusieurs personnages de la Cité d'Émeraude, des gardes, etc. Alors lui aussi c'est un character actor qui était très apprécié à la MGM où il avait un contrat à vie. On le voit notamment en 40 dans la célèbre comédie de Lou Beach, The Shop Around the Corner. À deux reprises également avec Aster dans Broadway Melody of 40 et dans Yolanda et le voleur de Vincente Minnelli en 45. En 48, il joue le roi Louis XIII dans Les Trois Mousquetaires, la version de George Sidney avec Gene Kelly. Maintenant, parle-nous de Toto, le chien le plus mignon de la Terre, et de son interprète, qui était une femelle, je crois, Terry. Alors oui, Terry donc était de la race des Cairn Terrier. Elle vient d'un chenil réputé, celui de Carl Spitz, donc qui était un dresseur qui fournissait un certain nombre de studios en animaux pour les tournages. Et Toto, le saviez-vous, est enterré au Hollywood Forever Cemetery, donc le grand cimetière de Hollywood où repose un certain nombre des stars de l'âge d'or et notamment Judy Garland. Et sur le monument funéraire de Terry, on trouve In Memory of Toto. Donc ça, c'était pour dire que Toto est vraiment une star à part entière. Je voulais parler également des interprètes des Munchkins, puisque de très nombreux acteurs de petite taille et quelques enfants jouent les fameux Munchkins, donc les petits habitants du pays d'Oz. La MGM avait fait appel à un impresario qui s'appelait Leo Singer,
Et c'est en fait quelqu'un qui avait une troupe d'une trentaine de, je cite, singing midgets, donc des personnes de petite taille qui chantent. Et en fait, il avait passé un contrat avec la MGM dans lequel il s'engageait à fournir, entre guillemets, un minimum de 124 midgets pour le tournage du Magicien d'Oz. Et d'ailleurs, il réussira pas, et donc il va y avoir des problèmes de contrat. Enfin, certains acteurs de petite taille pourront signer directement avec la MGM, ce qui était plus avantageux pour eux. Et alors, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que dans les archives du Magicien d'Oz que j'ai consulté dans le cadre de mes recherches, on trouve un mémo de Arthur Freed à Mervyn LeRoy, un mémo qui date de mai 1938, qui note Léo Singer doit être contacté dès maintenant à propos de ces midgets. Il m'a dit, lors d'une précédente rencontre, on suppose, qu'il pouvait aussi nous fournir d'autres éléments comme des animaux nains, etc. Et alors, je pense que du coup, dans on va dire la folie de la préparation du film, on avait envisagé de compléter les personnes de petite taille par peut-être, je sais pas, des chevaux de petite taille ou d'autres choses. Bon, la MGM, comme pour un certain nombre de points dans le développement du film, devra revoir ses aspirations. On a pas mal de témoignages en fait de ces acteurs de petite taille qui ont travaillé sur le tournage du Magicien d'Oz. Moi, j'ai notamment lu l'autobiographie de Meinhard Rabe, qui joue en fait le personnage du coroner. Les mémoires de cet acteur s'appellent d'ailleurs Memories of a Munchkin. Et le coroner, c'est le personnage qui alors, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de la séquence, mais qui prononce that she is sincerely dead avec un espèce de certificat de décès, en fait. Voilà, c'est celui Ouais, c'est qui un médecin prononce le. légiste, quoi, un truc comme ça. C'est ça, ouais, je pense. Ouais, c'est ça, complètement. Et en fait, ce qu'on apprend en lisant ce livre, parce qu'il va détailler par le menu tout ce qui s'est passé avec tous ces acteurs de petite taille, on apprend notamment qu'ils n'étaient pas tous forcément des professionnels, en fait, mais que à cette époque-là, le monde du spectacle, c'était un débouché parmi d'autres pour les gens de petite taille qui faisaient presque ça, on va dire, à côté de leur emploi ordinaire. Hein. Lui, il a pris un congé sans solde, en fait, de son emploi dans une fabrique de saucisses, il me semble. Il était D'accord. commercial pour une fabrique, pour la marque Oscar Mayer. C'est bien des saucisses, quoi. Bref. Ok, sans doute. Je trouve ça marrant l'idée que tu prennes un congé sans solde pour aller genre tourner le Magicien d'Oz. Oui, c'est drôle. Ça me fait marrer. Et voilà, bon, il y a pas mal de légendes qui circulent sur le comportement des acteurs de petite taille pendant le tournage. Meinhard Rabe, lui, en tout cas, il estime avoir été plutôt pas mal traité par le studio. Et notamment par rapport à ce qu'on a pu lire à propos de tournages comme le tournage de Freaks, etc. Ils estiment avoir été plutôt bien intégrés et acceptés en fait par le studio et pas du tout justement avoir été regardés comme des monstres. Et un autre acteur de petite taille dont on a déjà parlé, Billy Barty, qui apparaissait notamment dans le film Gold Diggers Ah oui. de 1933. Il dit que pour lui, le Magicien d'Oz, c'est vraiment un peu un landmark, on va dire une étape marquante par rapport à Hollywood et les acteurs de petite taille, où voilà, c'était une vraie opportunité D'accord. de jouer et pas simplement d'être montré comme une créature exotique. Donc je trouvais que ce commentaire était intéressant et Meinhard, il est tout à fait d'accord. Alors parlons désormais de l'équipe du film. Tout d'abord, les producteurs, on l'a dit. Donc le film est produit par Mervyn LeRoy, qui était un jeune producteur à l'époque, également un réalisateur, puisqu'il avait fait par exemple Gold Diggers of 1933, les scènes non musicales, puisque les numéros musicaux étaient, vous le savez si vous avez écouté tous nos épisodes, réalisés évidemment par Busby Berkeley. Et d'ailleurs, Mervyn LeRoy avait envisagé que Busby Berkeley dirige les séquences musicales du Magicien d'Oz. Bon, ça s'est finalement pas fait. Alors là, j'essaie de fantasmer comment ça aurait été. Arthur Freed, lui, était associate producer. C'est son premier job en tant que producteur. Et évidemment, juste après ça, la MGM lui donnera, en raison peut-être de son bon travail sur Le Magicien d'Oz, sa propre unité de production, donc la célèbre Freed Unit. Les scénaristes, alors apparemment, Herman J. Mankiewicz a fait partie des premiers scénaristes embauchés sur le film. Et Herman Mankiewicz, c'est le futur scénariste de Citizen Kane
Et un film sur lui est sorti récemment, vous l'avez peut-être vu, c'est Manque de David Fincher, qui est à voir sur Netflix. Donc il y a vraiment eu, comme c'était souvent le cas à l'époque, hein, de nombreux scénaristes, de nombreuses réécritures, mais sont crédités officiellement Noël Langlais, qui a été aussi scénariste de Listen Darling en 37 et de Babes in Arms en 39, avec Judy Garland, et également le duo Florence Ryerson et Edgar Allan Wolfe. Alors, apparemment, ce sont ces deux-là qui ont eu l'idée de faire apparaître un équivalent du magicien dans la première partie au Kansas, donc le professeur Marvel. On va maintenant vous parler un petit peu des réalisateurs, parce que c'est un film qui est célèbre pour avoir épuisé un certain nombre de réalisateurs. En fait, 5 réalisateurs différents vont se succéder aux manettes du film, même si c'est finalement Victor Fleming qui est crédité. Alors oui, ces réalisateurs, ce sont des noms que je pense reconnaîtront les fans de cinéma hollywoodien classique. Donc au tout début, on a eu Norman Taurog, mais il est remplacé par Richard Thorpe avant le début du tournage, donc début du tournage qui se situe au 13 octobre 38. Mais très vite, Leroy trouve que Thorpe ne convient pas, il appelle George Cukor. C'est lui qui a façonné le look définitif de Dorothy, donc Judy Garland, parce qu'avant, elle a, on va dire, un costume et maquillage beaucoup plus glamour, en fait. Je trouve que ça faisait beaucoup plus adulte. Il y a pas mal de photos, en fait, qui circulent des différentes étapes de l'élaboration des costumes. Et c'est lui aussi qui a façonné cette image iconique de la sorcière avec son maquillage vert. Donc du bon travail de la part de George Cukor, mais il ne tourne aucune scène, puisqu'il doit partir pour tourner Autant en emporte le vent le 3 novembre 38. C'est Victor Fleming qui prend sa suite. Victor Fleming, qui, j'ai lu, était notoirement rigide et sadique envers ses actrices. Voilà, c'est dit. Super. Donc le 12 février 39, Victor Fleming s'en va, car il va remplacer, suspense, George Cukor sur Autant en emporte le vent. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Ouais. Et c'est du coup King Vidor qui va finir le tournage du film, et il va notamment tourner la séquence évidemment culte Over the Rainbow. Alors parlons un peu du développement du film avant le tournage. Donc comment ça s'est passé, à quoi le film aurait pu ressembler, quels acteurs ont été envisagés, les changements de rôle, etc. Raconte-nous tout ça, Fanny. Alors oui, donc là, c'est un exercice un peu fastidieux, mais je vais essayer de vous décrire en fait une archive, là encore, que j'ai consultée. Il s'agit en fait d'un mémo d'Arthur Freed à Mervyn LeRoy, un mémo qui date du 31 janvier 1938 et qui s'appelle Suggested Cast for The Wizard of Oz. Donc en fait, le premier casting envisagé pour le Magicien d'Oz. On a donc une liste de noms et les rôles envisagés. Donc Judy Garland, An Orphan in Kansas Who Sings Jazz. Donc j'ai trouvé ça marrant qu'il y ait la précision du registre jazz Ouais, c'est rigolo. qui est si, on va dire, associé à Judy Garland, comme quoi c'était ça dès le tout début de sa carrière. Ray Bolger est envisagé pour être The Tin Woodman, donc le bûcheron de fer blanc. Buddy Ebsen envisagé pour faire The Scarecrow. Frank Morgan pour The Wizard of Oz. Fanny Brice, dont on avait parlé dans notre épisode consacré à Funny Girl, était envisagée pour faire A Witch, sans précision. Mais apparemment, c'était la gentille sorcière, donc plutôt le rôle de Glinda, si j'ai bien compris. Une actrice nommée Enna May Oliver était envisagée pour jouer, je cite, Another Witch, et donc a priori, celle-là, c'était la méchante. Betty James était envisagée pour être The Princess of Oz. Who Sings Opera, donc là on a encore la mention du registre. Et enfin, Kenny Baker était envisagé pour être The Prince. Donc en fait, à la lecture de cette archive, on remarque qu'il y a un certain nombre de rôles qui ont disparu, notamment ce fameux rôle de la Princess of Oz, qui est aussi, parce que ça on a omis de le signaler dans le casting, mais en fait chaque rôle dans le pays d'Oz a son pendant dans le monde du Kansas, qui est le monde réel d'où s'échappe entre guillemets Dorothy. Donc c'était un double rôle, à la fois de la Princess of Oz et de Lizzie Smithers, donc incarné par Betty James, devait être une sorte d'antagoniste de Dorothy.
tandis que le rôle incarné par Kenny Baker, hein, ce rôle du prince, qui était aussi en fait dans le monde du Kansas le fils de Mrs. Gulch, qui est en fait la sorcière qui devient finalement Miss Gulch dans la version finale. Donc en fait, on avait une histoire apparemment de mariage où la sorcière voulait que quelqu'un, donc j'ai pas bien compris, mais je crois que voulait que Dorothy épouse son fils. Enfin, j'ai pas trop compris exactement, mais en tout cas, il y avait un mariage qui était manigancé. Ah ouais, c'est fou ça. Ça a complètement disparu. Ça a totalement disparu. Et alors donc, on va dire que ce prince et cette princesse sont deux antagonistes de Dorothy. Et en fait, on remarque que pour les deux, on nous précise qu'ils chantent de l'opéra. Et j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, ça rejoue une opposition entre l'opéra et le jazz. Donc l'opéra ici incarné par les méchants et le jazz incarné par Judy Garland. Opposition qui va façonner la persona de Judy Garland de la fin des années 30. On a notamment un bout de chapitre dans des Hollywood Musicals écrit par Jane Foyer, à laquelle on rend hommage, qui est décédée récemment. Hein, on l'avait signalé sur notre compte Facebook et Twitter. Donc Jane Foyer parlait justement combien cette opposition entre jazz et opéra était définitoire de la comédie musicale et notamment de Judy Garland. Bref, et donc c'est une opposition qu'on retrouvera dans Babes in Arms, mais qui apparemment était déjà manigancée dès Le Magicien d'Oz. Donc des rôles qui disparaissent et un changement de rôle, on va dire un échange de rôle entre Ray Bolger et Buddy Ebsen, puisque en fait, donc on voit que sur ce casting originel, c'était Ray Bolger qui devait jouer le rôle du Tin Man et Buddy Ebsen celui de l'épouvantail. Finalement, Ebsen ne jouera ni l'un ni l'autre des rôles, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait, donc le changement, le fait que Ray Bolger ait changé entre le rôle de l'homme de fer blanc et le rôle de l'épouvantail, c'est quelque chose qui apparemment intervient assez tôt dans le processus de casting, puisque entre fin janvier et fin mars, je crois, on a déjà ce changement qui a été effectué, donc je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais a priori, donc Bolger, il avait son cœur fixé sur le rôle de l'épouvantail dès le début, notamment parce que, en fait, un acteur qui s'appelait Fred Stone, un acteur de théâtre, avait incarné ce rôle dans une première adaptation du Magicien d'Oz au début du siècle, hein, en 1902. Et apparemment, c'est un truc qu'il avait adoré et qu'il avait vachement marqué quand il était petit. Donc voilà, il voulait absolument jouer ce rôle-là. Il a beaucoup défendu son envie de jouer ce rôle en arguant notamment que son style de danse, donc style un peu, on va dire, dégingandé, avec notamment une danse des jambes où il tombe en grand écart de façon très lente, que c'était quelque chose qui irait tout à fait bien au personnage. Mais au début, en fait, rien n'y faisait, puisque pour le studio, l'épouvantail, c'était Buddy Ebsen, donc un autre danseur excentrique, aussi d'ailleurs au style très dégingandé. Mais bon, finalement, Ray Bolger a eu gain de cause. On sait franchement pas trop pourquoi. Apparemment, ce serait parce que son agent a été particulièrement influent. Alors, j'ai lu dans un livre que, en entretien à la fin des années 70, il disait « Ah, mais c'est sans doute qu'une clause de mon contrat devait spécifier que si jamais c'est une adaptation du Magicien d'Oz, c'était moi qui tuais l'épouvantail. » Bon, je pense que c'est absolument pas ça. Hein. Ça, c'est les limites, on va dire, de ce que les Américains appellent l'histoire orale, où on va demander aux gens qui ont assisté aux choses de rapporter. Là, bon, je pense qu'ils débloquent, hein, clairement. À la fin des années 70, le plus vraisemblable, c'est qu'il ait eu les réseaux nécessaires pour finalement arriver à ses fins. Autre élément qui a beaucoup changé lors de ce développement des personnages, c'est la sorcière, donc au look dont on a déjà parlé, hein, très iconique, mais qui en fait au début devait être tout autre. Au début, les studios pensaient plutôt à une sorcière du type la sorcière de Blanche-Neige dans son versant méchante reine, donc le côté voilà vachement vamp, inquiétante, mais une sorcière très belle en fait. C'était un rôle qui avait été proposé à l'américaine d'origine danoise, l'actrice Gail Sondegaard, qui avait accepté au début, mais en fait, lorsque le studio est un peu revenu
retenu sur cette conception de la sorcière et qu'il voulait plutôt faire une sorcière plus traditionnelle en mode sorcière pas belle. Eh bien, cette actrice, donc Gail Sondergaard, a refusé de s'enlaidir pour le rôle et c'est comme ça que le rôle a échu à Margaret Hamilton. D'accord. Et d'ailleurs, là encore, il y a eu on va dire une gradation dans la laideur entre guillemets de la sorcière, puisqu'au début elle devait avoir on va dire un chapeau de sorcière classique, mais garder à peu près les traits donc jugés ingrats entre guillemets évidemment de Margaret Hamilton. Et c'est vraiment Cukor, comme je disais tout à l'heure, qui en a rajouté à fond avec le nez crochu, la verrue, les doigts griffus pour en faire une créature vraiment monstrueuse. Et enfin, dernier personnage qui a subi d'importants changements, c'est le Cowardly Lion, donc le lion peureux, puisque avant d'embaucher donc l'acteur Bert Lahr, il a été envisagé, tenez-vous bien, d'abord de prendre un vrai lion, genre de prendre Léo, le lion, vous savez, le lion du logo de la MGM, donc là j'ai envie de dire un peu what the fuck. Mais je dis, mais c'est tellement une bonne idée, comme si le tournage n'avait été pas assez compliqué comme ça, tu vois, tu mets un fauve au milieu des acteurs. C'est ça. Et ensuite, deuxièmement, il a été envisagé de le faire en animation. Bon, ce sont des idées qui ont été évidemment abandonnées en faveur d'un lion humanoïde, hein, effectivement, qui marche sur deux pattes, etc. Alors que, bon, dans le roman, c'était un vrai lion. Alors j'ai été horrifiée d'apprendre que le costume du lion était fait avec de la vraie peau de lion. Oh. Et apparemment c'était extrêmement lourd et extrêmement chaud. Le pauvre Bert Lahr crevait de chaud sur le tournage, d'autant qu'apparemment il y avait tellement de projecteurs sur le plateau qu'il faisait déjà très chaud à la base. Donc ça devait être terrible. On va revenir dans très peu de temps sur les conditions de tournage absolument effarantes de ce film. Oui, parce que donc même sans vrai lion, sans fauve sur le tournage, ça a été un tournage absolument légendaire en fait par le nombre de péripéties qui ont été rencontrées. Le budget final du film s'élève à 2,7 millions de dollars et 22 semaines de tournage, quand la moyenne à l'époque pour un film dit de prestige de la MGM, c'était aux alentours de 400 000 dollars et 4 semaines de tournage. Donc vous voyez un petit peu combien ça a dépassé. Et ça explique en fait que c'est un film qui a mis longtemps avant de recouper son investissement initial. Alors maintenant, passons à une partie que nous avons appelée péripéties, coups et blessures. Vous voyez le niveau. Donc, le tournage de ce film est un absolu scandale. Vraiment, quand on lit, on se dit quand même... Enfin, la production n'avait aucun souci, on va dire, pour la sécurité, pour la santé des comédiens, des techniciens. On se dit que l'inspection du travail n'a pas dû passer souvent sur le plateau. Effectivement, déjà, une chose à laquelle on vient de faire allusion, c'est donc le remplacement de Buddy Ebsen, qui devait donc initialement jouer le rôle de l'homme de fer blanc, et qui a été remplacé à mi-parcours par Jack Haley, parce que en fait, Buddy Ebsen a été empoisonné par son maquillage à base d'aluminium. Alors, si on veut vraiment avoir les détails gore, il a souffert progressivement de différents symptômes. D'abord, on va dire, il a eu le souffle court et après des espèces de crampes qui ont eu l'air absolument atroces. Enfin, il raconte ça dans ses mémoires, des trucs assez affreux où c'est vrai, ses jambes se recroquevillaient malgré lui. Enfin bref, en fait, il a fait une crise liée à cette présence d'aluminium dans son maquillage. Il aurait clairement pu y passer et en mourir, mais bon, il a été directement pris en charge à l'hôpital. Et lorsque les docteurs vont ensuite interroger le maquilleur du studio, celui-là se défend en disant mais c'était du pur aluminium, genre c'était de la bonne qualité en fait. Donc il a été hospitalisé en urgence et quand il est revenu, bon, il n'était pas très surpris de voir qu'il avait été remplacé. Et alors ce qui est absolument génial, je trouve, c'est qu'il explique que le studio était plutôt sceptique sur cette étrange maladie. Vraiment, c'était un peu abusé de ne pas venir bosser. Donc du coup, la MGM, elle l'a puni en le mettant dans des films de catégorie B pour le reste de sa carrière. Alors c'est horrible, je trouve, parce qu'en fait, le Magicien d'Oz, ça devait être un peu comment dire, le break, enfin voilà, c'est son moment de gloire qu'il a jamais eu, parce que lui, il avait accepté notamment de changer de rôle parce que il voulait à tout prix faire partie du projet. Il savait que c'était un gros projet qui lui permettrait peut-être de devenir un acteur de premier plan, parce que pour l'instant, il avait été plutôt abonné au second rôle, notamment dans des films avec Eleanor Powell. Mais voilà, ça se fera pas. Bon, finalement, on va dire entre guillemets, il se vengera puisqu'il aura une très très longue carrière par la suite
et notamment à la télévision. Mais voilà, c'est un rôle marquant finalement pour sa carrière et sa vie personnelle aussi, mais qu'il n'a pas eu. Et je trouve ça assez symptomatique de savoir que les mémoires de Buddy Ebsen s'appellent The Other Side of Oz, alors qu'en fait, c'est un film dans lequel il n'a pas joué. Comme quoi, même en ne jouant pas dans Le Magicien d'Oz, ça nous marque. Cette histoire me fait halluciner. Mais il reste quand même un petit bout de Buddy Ebsen dans le film, puisqu'on entend toujours sa voix dans les chansons, dans les ensembles. Vous savez, We're off to see the wizard, quand les compagnons chantent avec Dorothy, puisqu'ils se sont pas embêtés à réenregistrer la voix de l'homme en fer blanc avec Jack Haley. Mais oui, je t'ai dit, il a fait perdre suffisamment de temps, cette feignasse. On n'a pas le temps, on continue ici. Alors, il y a aussi un certain nombre de sorcières qui ont été blessées sur ce tournage, et donc notamment Margaret Hamilton et sa doublure Betty Danko. Les deux actrices, en fait, ont été blessées pendant le tournage. Donc, Margaret Hamilton, c'était au moment où la sorcière disparaît après sa première apparition au pays des Munchkins. Vous savez, il y a une espèce d'explosion de fumée rouge et elle disparaît. Donc, elle disparaît grâce à une trappe. Mais la trappe, apparemment, l'ascenseur, oui, c'est ça, l'ascenseur qui descend, n'est pas descendu assez vite et son maquillage avait commencé à prendre feu. Donc ça a été assez grave. Oh là 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 là. Je crois une brûlure au 2e ou 3e degré, mais bon, finalement, elle s'en est remise. Mais là encore, je crois que la MGM n'était pas ravie que le docteur lui ait mis quelques jours pour récupérer. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas trop le temps. Et apparemment, en fait, d'ailleurs, sur le reste du tournage, elle a porté des gants. Parce que ses mains avaient notamment été brûlées, donc c'est pour ça qu'elle portait des gants verts. Et donc sa doublure, Betty Danko, a aussi été blessée suite à un accident de ballet, en fait. Voilà, les choses qui arrivent aux sorcières, un accident de ballet. Un tournage très dangereux pour les sorcières. Autre chapitre, ce sont donc les maltraitances diverses envers la pauvre et jeune Judy Garland. Alors le Magicien d'Oz est souvent donné comme exemple de moments où elle a été maltraitée, mal considérée par les studios, avec des critiques sur son physique, on lui faisait prendre des médicaments, etc. Dans le film Judy, par exemple, qui est sorti l'année dernière, c'était présenté ainsi. Mais alors, moi, j'ai lu dans la somme consacrée au Magicien d'Oz par Algin Armetz que Judy Garland avait été, je cite, mieux traitée à la MGM qu'elle ne l'aurait été dans d'autres studios, notamment la Warner. Franchement, j'étais assez surprise de lire ça et j'ai trouvé ça un petit peu ardos. Bon, je pense que cette autrice est une fan absolue du Magicien d'Oz et de la MGM, donc peut-être qu'elle défend le studio envers et contre tous. Mais voilà, ça m'a vraiment étonnée parce que c'est pas ce qu'on lit d'habitude, on va dire. Bah, si c'est vrai, c'est absolument terrible sur qu'est-ce que c'était les studios hollywoodiens à l'époque. On sait que c'était pas terrible, mais bon. Et autre maltraitance envers Judy, apparemment certains des comédiens qui faisaient les Munchkins lui faisaient des attouchements et soulevaient sa jupe. Bref, un peu l'angoisse ce tournage. Parlons maintenant de maltraitance animale. Et oui, parce que même les animaux ne sont pas épargnés sur ce film. On peut citer les fameux chevaux de couleurs différentes, en fait. Vous savez, plutôt le cheval qui change de couleur à l'écran lors de l'arrivée à Emerald City. Donc, c'était 3 ou plusieurs chevaux qui avaient été teints de couleurs différentes. Bon, apparemment, après, je me suis renseignée. Ils avaient utilisé une teinture, un procédé spécial pour teindre le pelage des chevaux, parce que justement, la Société de protection des animaux s'était offusquée de la manière dont souhaitait procéder la MGM. Donc, quelqu'un est intervenu pour les chevaux, ce qu'on n'a pas fait pour les acteurs, peut-être. C'est ça. Et apparemment, même Terry Toto aurait été absent quelques jours du plateau parce que quelqu'un lui avait marché dessus. Donc vraiment une catastrophe de bout en bout. Bon, maintenant parlons du film en lui-même, parce que malgré tout, c'est quand même un film qui est marquant. Effectivement, un film qui est marquant à de nombreux titres, on va dire esthétiquement marquant à de nombreux titres, et notamment pour son usage de la couleur. Alors, le film, bon, la plupart des auditeurs et auditrices le savent sans doute, mais donc il y a 2 parties dans le film. Une première partie tournée en sépia pour le Kansas, et une deuxième partie au Pays d'Oz. On passe au Technicolor. Donc, dans les années 30, il faut se souvenir que lorsque les scènes voulaient être réalistes, on filmait en noir et blanc.
La couleur, c'était encore au tout début de la couleur, hein, donc c'était vraiment réservé aux scènes oniriques, aux scènes qui doivent stimuler l'imagination du spectateur. En fait, on sait faire de la couleur au cinéma depuis la moitié des années 10. C'est en 1916 qu'on invente le Technicolor bichrome, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Le Technicolor trichrome, celui qui a utilisé dans Le Magicien d'Oz, c'est une technologie qui apparaît au début des années 30, d'abord dans le cinéma d'animation, les Silly Symphonies de Disney en 1932, la Silly Symphonie des arbres et des fleurs. Blanche-Neige en 1937 est donc le premier long métrage d'animation en couleur. Et le premier long métrage en prise de vue réelle en couleur, c'est un film de Rouben Mamoulian, un film de 1935 intitulé Becky Sharp. Donc tout ça pour dire que si Le Magicien d'Oz n'est pas le premier film en couleur, c'est malgré tout un des tout premiers films en couleur, en Technicolor. Un procédé très coûteux pour l'époque, et notamment d'ailleurs parce qu'il faut engager à la fois les procédés et les techniciens Technicolor pour pouvoir utiliser le Technicolor. Alors justement, à propos du noir et blanc et de la couleur dans le film, évidemment, il y a cette scène extrêmement frappante et très célèbre où Dorothy arrive à Oz et soudain on passe de ce fameux noir et blanc teinté de sépia aux magnifiques couleurs du Technicolor, ce qui est vraiment absolument éblouissant. Alors c'est donc, si vous vous souvenez du film, le plan où elle ouvre la porte de dos qui fait cette transition. Et en fait, il était impossible d'avoir forcément le noir et blanc et le Technicolor dans le même plan. Donc ce moment de l'ouverture de la porte a été filmé en Technicolor, mais on a placé une doublure de Judy avec une robe dans les tons sépia, et pareil pour son panier, etc. Et on a peint les murs en sépia. Et du coup, la doublure ouvre la porte, elle sort du champ, elle donne le chien qu'elle avait dans les bras à Judy Garland, qui entre dans le champ, elle évidemment, tout en couleur, avec sa robe. Je trouve ça absolument d'une ingéniosité hallucinante. En fait, ce film représente un peu absolument tout l'horreur des studios et en même temps tout le génie en fait de la création cinématographique. Et donc voilà, c'est un effet absolument fabuleux. C'est marrant parce que moi je savais que c'était pas elle quand elle était de dos lorsqu'elle ouvrait cette porte. Je sais pas pourquoi je le savais, mais je savais pas du tout que c'était à cause de ça. Ouais, c'est super intéressant. J'avais jamais pensé en fait à la manière dont ils avaient réalisé ce plan. Et effectivement, les effets spéciaux font vraiment partie des choses qui sont très très marquantes dans ce film. Les effets spéciaux ont été conçus par Arnold Buddy Gillespie, des effets tout à fait multiples et variés. Hein. On a une tornade, une maison qui tombe, une sorcière qui écrit dans le ciel, des singes volants, la tête désincarnée du magicien d'Oz, une bulle pour transporter Glinda. Enfin, vraiment, c'est un film presque vitrine et c'est assez très représentatif de cet usage de la comédie musicale comme vitrine pour montrer tout ce que le studio sait faire. Donc justement, on a pris quelques exemples voilà, d'effets spéciaux qui nous paraissaient frappants, surtout que c'est évidemment, il n'y avait pas de numérique, hein, donc tout est fait de manière très artisanale. Pour la tornade au Kansas au début, apparemment, ils ont utilisé une sorte de chaussettes ou de collants qui ont été accrochés à des rails en haut et en bas de l'image. De la poussière a été disposée donc à la base de ce dispositif et c'est un peu difficile à décrire. En faisant avancer la chaussette, elle se tortillait de manière un petit peu aléatoire en faisant remuer la poussière, ce qui lui donnait l'apparence d'une tornade. Effectivement, c'est très très efficace à l'écran. Et donc ça a été filmé. Puis ensuite, ça a été projeté sur le tournage en fond avec les protagonistes qui s'agitaient au premier plan. Alors, on a aussi le moment où la sorcière écrit dans le ciel le message Surrender Dorothy avec son balai, donc rends-toi Dorothy. Alors, ça a été filmé, là aussi, c'est un petit peu compliqué à expliquer à l'oral, mais on va essayer. Donc, en fait, le ciel, c'était un grand bac d'un demi-mètre carré rempli d'eau dans laquelle on avait mis une huile pour la rendre opaque. Et le fond du bac d'eau était en verre et la caméra en fait filmait le bac par en dessous. Et donc Jack McMaster, qui est donc le responsable de cet effet spécial, il avait confectionné une mini sorcière d'1 centimètre de haut et le balai de la sorcière, c'était l'aiguille d'une seringue par lequel il faisait passer du lait de teint en noir pour écrire à la main et donc à l'envers le message. Donc en fait, on avait un filet d'eau qui coulait dans le bac pour simuler un courant d'air et dissoudre les lettres.
comme si elles étaient faites de fumée. Donc c'est assez, C'est incroyable. c'est presque tout bête en fait, mais ça rend vraiment très très bien. Et au début en fait, ça devait être Surrender Dorothy or Die, le message, mais la fin a été enlevée parce que ça a traumatisé des enfants pendant les avant-premières. Autre effet spécial, c'est la boule de cristal dans laquelle Dorothy voit sa tante M qui la cherche, puis ensuite elle voit le visage enragé de la sorcière. Alors apparemment c'était une grosse boule en verre dans laquelle était placé un petit écran, et du coup l'équipe a utilisé des images déjà tournées et les a projetées sur l'écran qui était dans la boule via un miroir. Et du coup, cette boule agrandit l'image par un effet d'optique que je serais bien incapable d'expliquer, mais là encore, c'est à la fois très simple et très ingénieux. Et autre effet particulièrement simple, c'est donc la fameuse mort de la sorcière où elle fond en fait. Et en fait, tout ça, a priori, c'est simplement une trappe. Comme quoi, les effets les plus spectaculaires ne sont pas les plus avancés techniquement. Et ici, tout le dramatique de cette sorcière qui fond, c'est simplement dû aux qualités d'interprétation de Margaret Hamilton. Alors, on voulait dire aussi quelques mots des costumes et des décors, parce que là aussi, on peut dire que c'est un film emblématique du luxe, du faste des films de la MGM à l'époque de l'âge d'or. On compte pour le film plus de 1000 costumes du grand designer Adrian, le designer maison de la MGM, qui a notamment travaillé pour les plus grandes stars féminines des années 30 et 40 pour le studio. C'est notamment lui qui a fait les robes de Greta Garbo, de Janet MacDonald, de Katharine Hepburn ou encore de John Crawford, et c'est lui notamment qui signe les fameuses robes du film Femme de Cukor en 1939 également. Les décors, là aussi, sont du décorateur maison de la MGM. J'ai nommé Cedric Gibbons, qui a également signé les décors des comédies musicales Meet Me in St. Louis, Easter Parade, Le Pirate, Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie. Et c'est même lui, d'ailleurs, qui a dessiné la statuette des Oscars. Alors bien évidemment, lorsqu'on cite ces grands noms, faut pas oublier que c'est les designers comme les costumiers, c'est les grands noms aussi on va dire de l'unité de la MGM qui s'occupe de ça, mais il y a aussi tout un tas de petites mains qui exécutent sous les ordres de ces hommes et qu'il ne faut absolument pas oublier. Et qui étaient bien souvent des femmes. Concernant les décors, les paysages d'Oz pendant le voyage de Dorothy avec ses compagnons sont des décors peints plutôt beaux. J'ai pris le temps de les regarder lorsque j'ai regardé le film récemment. Et on a du matte painting, notamment pour la Cité d'Émeraude, lorsqu'on la voit au loin, lorsqu'il marche vers la Cité d'Émeraude. Alors le matte painting, ça consiste à placer devant la caméra une plaque de verre où a été peint un élément du décor, et dans les espaces non peints, forcément, on va filmer la scène réelle. Là, encore une fois, c'est vraiment très bien fait. Et notamment aussi à la fin, en fait, les scènes dans le château de la sorcière, notamment lorsqu'il court, en fait, pour échapper aux gardes, sont des scènes réalisées en matte painting. Et ce matte painting, pour l'anecdote, est exposé à USC, à l'université de Southern California. Là où il y a les archives de MGM, en fait, dans les allées de la bibliothèque, on a casually les matte paintings du Magicien d'Oz. Donc tu imagines Fanny qui va faire les recherches. Oh bah tiens, genre entre deux livres. Oh, le matte painting du Magicien d'Oz. Voilà. Dernière petite anecdote sur, on va dire, les éléments de décor. Alors j'ai lu et je les ai enfin remarqués lors de mon dernier visionnage en date du Magicien d'Oz, qu'il y avait en fait des animaux exotiques qui se baladaient un peu partout. On a des toucans, des paons qui ont été loués aux zoos de Los Angeles et qu'on peut apercevoir dans les scènes en fait où Judy Garland rencontre ses compagnons, notamment dans... J'ai jamais fait gaffe. Moi non plus, mais tu sais la scène, alors les paons on les voit lorsqu'ils sont avec l'homme de fer blanc, et les toucans on les voit juste avant qu'ils rencontrent les affreux arbres qui font peur là, les arbres qui parlent, c'est horrible. Et alors, il m'a fallu voir le film sur la télé géante de mes parents pour me rendre compte qu'il y avait un toucan. J'étais là, oh, un toucan. J'avais jamais fait gaffe. Comme quoi, t'as beau l'avoir vu je ne sais pas combien de fois, il y a toujours des détails.
Alors, parlons maintenant de la musique, hein, puisque n'oublions pas que Le Magicien d'Oz est une comédie musicale. Donc, les chansons étaient écrites par Harold Arlen pour la musique et par Yip Harburg pour les paroles. Alors, c'est un duo de compositeurs paroliers qui vient de Broadway. Harold Arlen, il fait partie des compositeurs du fameux Great American Songbook, hein, vous savez, les classiques de la chanson américaine. Il a composé des classiques comme Let's Fall in Love ou encore Stormy Weather. Il a aussi écrit Get Happy, que Judy chantera dans Summer Stock. Et il est aussi l'auteur, pour le film Une étoile est née en 54, de la chanson célébrissime The Man That Got Away. Donc en fait, Harold Arlen est l'auteur de plusieurs chansons emblématiques du répertoire de Judy Garland. Puisqu'évidemment, c'est donc l'auteur de Over the Rainbow, la chanson célébrissime du Magicien d'Oz, qui est, j'ai mis un point d'interrogation parce que j'ai pas vérifié, mais peut-être la première I Want Song de l'histoire de la comédie musicale, où Dorothy exprime son désir d'ailleurs et de liberté. Une chanson qui a failli être coupée au montage car elle était jugée comme ralentissant l'action. C'est vraiment, comment dire, cocasse. Tout à fait. Mais apparemment, mais apparemment Arthur Freed aurait insisté, menaçant de démissionner si on l'enlevait. Je trouvais l'histoire un peu trop belle pour être vraie. Peut-être c'est légèrement exagéré de la part d'Arthur Freed, mais bon, si c'est vrai, bravo Arthur. Bien joué. Apparemment, ce qui jouait pas aussi en faveur de la chanson, c'est qu'elle était jugée comme étant un peu difficile à chanter. Avec l'octave initiale, c'est enfin la montée quoi. Et à l'époque, le fait de vendre des partitions pour que les gens puissent chanter les chansons à la maison, c'était quand même une source importante de revenus pour le studio. Donc c'était toujours un critère en fait que la chanson soit pas trop difficile à chanter. Donc j'ai trouvé ça rigolo aussi. Alors, autre chanson dont on voulait dire quelques mots, c'est la chanson Ding Dong, The Witch is Dead, le cri de victoire des Munchkins. Oui, alors c'est donc les Munchkins qui se réjouissent de la mort de la fameuse sorcière de l'Est, donc la sœur de la sorcière verte. Donc on a un jeu de mots, donc c'est Witch Old Witch, The Wicked Witch. Et ensuite, bon, la chanson se prolonge un peu, puisqu'ensuite ça change un peu de registre, ils vont féliciter et souhaiter la bienvenue à Dorothy, leur nouvelle idole donc, puisque c'est elle qui a tué la sorcière de l'Est. C'est une chanson assez longue, moi je me souvenais pas à quel point c'était long quand j'ai revu, puisqu'il y a plusieurs en fait Munchkins qui se succèdent, on a le maire, le juge, le fameux coroner là, légiste, et ensuite on a la Lullaby League et la Lollipop Guild, donc la ligue des berceuses et la guilde des sucettes, whatever that means, qui viennent dire welcome à Dorothy. Et alors ce numéro se termine par l'injonction Follow the Yellow Brick Road. Follow the Yellow Brick Road. Donc un morceau très court. Follow the Yellow Brick Road. Donc un morceau très court en fait où les Munchkins vont encourager Dorothy à suivre le conseil de la fée Glinda et à prendre donc la route en briques jaunes, the Yellow Brick Road, pour se rendre à Emerald City. Et alors apparemment les voix des Munchkins ont été doublées sur l'ensemble de ces chansons qu'ils chantent pour une raison qui apparemment leur a eux-mêmes échappé. On ne sait pas trop pourquoi ils ont été doublés. Bah, surtout qu'à la base, ils recrutaient des singing midgets, ouais. Donc pourquoi aller les doubler? Bizarre. Ensuite, on a la chanson We're Off to See the Wizard, qui apparaît 4 fois dans le film quand même, hein, puisqu'elle est d'abord chantée par les Munchkins à la fin justement de Follow the Yellow Brick Road, puisqu'ils disent à Dorothy You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Et en fait, cette petite chanson est reprise à chaque fois que Dorothy va rencontrer un nouveau compagnon et qu'ils vont partir sur la route. Il dit on part rencontrer le magicien, le merveilleux magicien d'Oz, etc. Là aussi, il y a un jeu de mots dans les paroles. D'ailleurs, j'ai dû lire les paroles pour comprendre ce que ça racontait sur le son Wiz. Donc, parce qu'ils disent We hear he is the Wiz of a Wiz, if ever a Wiz there was. Ouais, pas évident à dire. Non. C'est une chanson qui est assez emblématique aussi de la fonction performatrice des chansons dans la comédie musicale, au sens où en fait à chaque fois ils répètent cette chanson pour performer, donc pour réaliser leur amitié, comme une espèce de rite, de rituel à chaque fois qu'elle rencontre un nouvel ami. Autre chanson, donc là aussi très connue du film, même trio de chansons connues du film, c'est les fameuses If I Only Had a Brain, a Heart, puis The Nerve. Donc oui, c'est une chanson qui apparaît 3 fois, une fois pour chaque compagnon. Donc la plus connue, la plus marquante, je pense que ça reste quand même celle de l'épouvantail, donc qui n'a pas de cerveau.
La mélodie de cette chanson a été écrite par Harold Arlen à l'origine pour la comédie musicale de Broadway Hooray for What en 1937, mais cette chanson a finalement été coupée de ce spectacle, donc du coup il l'a réutilisée pour Le Magicien d'Oz. Il a bien raison, parce que c'est vraiment un air très très catchy. Cette chanson me tourne dans la tête depuis des semaines, c'est terrible. Alors j'ai découvert, je savais pas du tout, que la première version de If I Only Had a Brain était plus calme et plus lente. On pourra vous mettre le lien vers cette version. Ça avait été enregistré comme ça, mais le studio s'est dit qu'il fallait quelque chose de plus dynamique. Et alors l'enregistrement de cette version plus lente n'a été retrouvé qu'en 2009, c'est fou. Ouais, c'est dingue, je suis pas sûre de la connaître, cette version-là. Je vais écouter avec intérêt. I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. Moi, ce que je savais sur le I Only Had a Brain, c'était que ça a été largement coupé en fait par rapport à la version initiale, puisqu'il y a toute une danse en fait qui a été filmée, réalisée par Ray Bolger, et c'est une danse qui a été retrouvée pour le coup dans les années 70. Et je pensais qu'elle avait été d'office réintégrée dans la version du film, mais non, en fait, elle existe dans un certain nombre d'éditions avec bonus, hein, mais ils l'ont pas remis par défaut dans le film. Et donc c'est dans cette danse en fait dans laquelle il fait son fameux grand écart progressif et tout ce qui montre bien, enfin tout ce qui met bien en valeur son style de danse excentrique, notamment les moments où il perd le contrôle sur son corps. Enfin voilà, c'était quelque chose de très emblématique de Bolger. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, hein, mais même s'il s'était battu pour danser dans le film, bah, dans la version standard du film, il danse à peine. C'est vrai, le pauvre. Et donc on a aussi la version donc de l'homme en fer blanc qui est If I Only Had a Heart. Et j'aime bien ce numéro et je l'ai montré aux enfants de CM2 avec qui j'ai fait un atelier cinéma récemment. Et la danse les a beaucoup fait rire, c'est très efficace. Et aussi ils m'ont demandé comment c'était fait, notamment le moment où il fait sortir de la fumée de son espèce de chapeau là. Ah oui. C'est rigolo, ils avaient vraiment un intérêt pour l'envers du décor, justement, et les fameux effets spéciaux qui font tout le sel du Magicien d'Oz. Autre numéro qui intervient un peu plus tard, c'est The Merry Old Land of Oz. Numéro qui intervient lorsque Dorothy et ses amis arrivent à la cité d'Émeraude. Moi j'aime bien ce passage où ils se font tout beau avant de rencontrer le magicien d'Oz. Ça fait une sorte de numéro de makeover avant l'heure. Oui, c'est assez rigolo, ouais. Et enfin, le dernier numéro du film, et je dirais sans doute le moins marquant, c'est If I Were King of the Forest, donc un solo par le lion peureux. Alors j'avoue, quand j'ai revu le film, j'avais complètement oublié ce numéro-là, quoi. Ah bah franchement, elle est tellement pénible. Et pour le coup, moi je trouve qu'en termes de ralentissement de l'action, ça sort Ouais, un c'est peu vrai. de nulle part. C'est vraiment une sorte de numéro de comique façonné pour montrer la spécialité du comique Berthelard, mais qui, je trouve, passe moyennement au cinéma, hein, qui a, là encore, dans mon opinion, assez mal vieilli. Ça m'a un peu fait penser au numéro comique de Joel Manchin, enfin, des choses qui aujourd'hui font pas vraiment rire, quoi. C'est vrai. Et pourtant, c'est une scène qui est restée. Parce que, et donc on va y venir, il y a un certain nombre de scènes et de numéros qui ont été coupés. On vient de mentionner la danse de Ray Bolger, mais il y a eu d'autres scènes coupées dans le film. Tout à fait, on a un numéro qui avait l'air quand même assez, comment dire, conséquent, qui s'appelait The Jitterbug, qui était plutôt dans la deuxième partie du film, lorsque Dorothy et les compagnons se rendent au château de la sorcière. Et en fait, ça reprenait une danse de type swing qui était populaire à l'époque, donc qui s'appelait The Jitterbug. Et en fait, le numéro a finalement été coupé, car apparemment le studio s'est dit que la mode, justement, de cette danse allait passer et que ça allait dater le film. Et que ça allait un peu à l'encontre du côté intemporel qui était recherché par le studio pour ce film. Ce qui est marrant, c'est que dans un certain nombre d'autres comédies musicales, bon, évidemment, qui ne sont pas des adaptations de contes, c'est pas quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Parce qu'au contraire, ils vont plutôt aller puiser dans les danses à la mode, donc c'est rigolo. Mais je pense que c'est vraiment parce que là, c'était un Ouais, conte c'est ça. qui cherchait un truc universel, quoi. Alors moi, je viens aujourd'hui de découvrir tout juste le contexte de ce fameux Jitterbug, parce que je regardais en fait le scénario du Magicien d'Oz et à la fin, il y avait le scénario des scènes coupées.
Et c'est tout simplement en fait parce qu'ils se font piquer par des moustiques dans cette scène. Et donc c'est un jeu de mots tout simplement entre jitters, donc les frissons, et les bugs, les insectes. Ça donne jitterbugs. C'était bien trouvé quand même. C'était pas mal, ouais. J'aurais bien aimé voir ce numéro, mais en fait, les seules images qui subsistent sont des images en 16 mm qui ont été prises sur le tournage par quelqu'un de loin, quoi, comme des images un peu de making-of, où on voit les comédiens d'assez loin en train de danser. Judy chante cette chanson dans son Judy Garland Show en octobre 63 avec Jane Powell et Ray Bolger, et c'est assez sympa. Vers la fin aussi, on avait une reprise de Over the Rainbow, un moment où Dorothy est désespérée et effrayée. Elle va chanter en pleurant cette courte reprise de la chanson. Et en fait, là, pour le coup, sa voix a été enregistrée sur le plateau et non au préalable en studio, comme c'est souvent le cas, justement à cause des pleurs. C'était un peu difficile de faire du playback sur une chanson où on est en train de pleurer, quoi. Birds fly over the rainbow. Why? Autre reprise, c'est une reprise de Ding Dong, The Witch is Dead, qui apparaissait assez logiquement après la mort de la sorcière verte à la fin. En fait, du coup, tous les numéros coupés se situent plutôt dans la deuxième moitié du film, et c'est vrai qu'en regardant le film, même sans savoir ça, je me suis dit, tiens, ça manque de numéros musicaux dans la deuxième moitié du film, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez déséquilibré. Mm. Sur ces versions coupées, moi j'ai découvert par hasard il y a quelques semaines, et d'ailleurs c'est un peu ça qui nous avait donné l'idée de faire un épisode sur le Magicien d'Oz, la version longue, on va dire, de la bande originale sur Spotify, où on a toutes ces versions coupées, les versions interrompues, notamment les versions avec les pleurs de Judy Garland. Moi, quand j'ai entendu cette reprise du Magicien d'Oz dont j'ignorais l'existence, ça m'a fait, mais ça m'a mis dans un état. Bah ouais, c'était très perturbant en fait, parce qu'évidemment elle le chante, enfin je sais pas comment dire, mais c'est cette impression de reconnaître une chanson familière, mais qui n'est pas comme la version que tu connais. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre version possible d'Over the Rainbow, enfin tu vois, enfin la version du film, quoi. Ouais. Donc je vous conseille d'aller écouter cet album Spotify, on vous mettra aussi le lien. Ouais, carrément. Alors, parlons maintenant de la réception du film à l'époque de sa sortie, en fait. Le film est sorti dans les salles de cinéma fin août 1939. Même si c'était plutôt un succès, comme on l'a dit tout à l'heure, les coûts étaient tellement pharaoniques que le film n'a pas réussi à recouvrir son investissement initial. Les recettes de cette exploitation, de cette première exploitation salle, s'élèvent à 3 millions de dollars, soit en fait 1 million de moins que la somme des coûts de production et de distribution. Alors, le film a été nommé l'année suivante, du coup, pour 6 Oscars. Il a perdu l'Oscar du meilleur film contre Autant en emporte le vent, décidément. Et il a gagné donc meilleure chanson originale pour Over the Rainbow. J'imagine qu'Arthur Freed devait pas plus se sentir là. Il devait dire « Je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit ». Et également un Oscar pour Best Original Score, donc meilleure musique originale. Eh bien, nous avons déjà enregistré un peu plus d'1 heure d'émission, donc on va faire une petite pause, et c'est donc la fin de la première partie de ce gros plan consacré au Magicien d'Oz. Nous vous remercions. Nous remercions également nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et à très très bientôt pour la seconde partie de cet épisode consacré au Magicien d'Oz. À bientôt.